d'être venu. Donc moi j'ai participé, j'étais en Amérique du Sud, on m'a dit ce que tu fais en Espagne et là-bas ça nous intéresse, donc est-ce que tu veux bien participer au débat? Bon, j'ai demandé à mon administration si elle était d'accord, ils m'ont dit ok, et donc j'ai suivi le débat. Je me suis occupé simplement de certains petits aspects, on m'a demandé, parce que j'ai fait participer, c'est pour ça que je suis là, à une expérience qui a bien marché. Et donc on m'a dit, bon, c'est pas en France malheureusement, mais c'est comme en Europe. Et puis la France c'est aussi l'outre-mer, hein, par certains côtés, donc c'est loin, mais on peut dire que c'est en France d'une certaine manière, ou en Europe, dans notre maison. Et donc c'est ça, si vous voulez, que j'ai essayé de faire. Alors dans le débat, il a manqué cette dimension comparaison européenne, un peu, comparaison mondiale, parce que là, il y a beaucoup de pays qui ont changé, beaucoup de pays ont changé. Alors bien sûr, on a invité des gens, des Allemands, surtout des Danois, des Américains, certaines initiatives de Thierry Salomon, et on a vu que bien que dans beaucoup de pays, ça marchait, quoi. Ils ont une manière de travailler qui est différente qu'en France. Et alors, ce qui est amusant, c'est que finalement, quand vous dites ailleurs ça marche, oui, mais ici on est en France. Alors là, en France, ça marche pas. C'est un pays traditionnel, c'est pas un pays révolutionnaire, c'est un pays traditionnel. Et bon, c'est un petit peu l'argument qu'on me sortait. Et ce qui s'est passé à Paris était pour moi intéressant. J'ai connu Paris, hein, parce que je ne connaissais pas. Ici en région, ça ne s'est pas bien passé, parce qu'il y a un parti hégémonique en région. La région, c'est la région qui va donc en gros de Pont-Esprit à Landor, exclu. Il y a un seul parti qui commande, mais au sein de ce parti, les gens ne sont pas d'accord. Le président de la région n'a aucune opinion sur la transition et sur ce que va devenir l'énergie. Et il y a la numéro 2 de la région qui est favorable à la révision du code minier et à l'exploitation du gaz de schiste, si c'est possible. Et le président du conseil régional ici, CG34, lui est violemment opposé à l'exploitation du gaz de schiste. Et donc ce parti, il n'y a pas de débat, parce qu'ils ne sont pas d'accord. C'est très amusant, ici, pour qu'il y ait débat, il faut que les gens soient d'accord. Bon, alors à Paris, c'était mieux, parce que quand même, ils n'étaient pas d'accord, mais ils étaient autour de la table. Hein, voilà, j'ai vu la différence. En France, on a dit que avoir un rêve, c'est dur, quoi. Hein. Mais quand vous voyez les régimes, les ministres allemands, qui pourtant sont de l'ordre de 130 kilos, chauffent, 2 mètres, mangent bien, boivent bien, ils disent, nous rêvons. Donc, peut-être parce qu'ils ont gagné le championnat de football cette année avec le Bayern Munich, mais en tous les cas, ils peuvent marier l'écologie et la bière. Tandis qu'ici, c'est dur. Quoi. Ou vous êtes quelqu'un de triste, ou vous faites autre chose. Quoi. Des choses sérieuses. Alors voilà. Et ce débat nous a encore montré que c'était difficile. Alors le nouveau ministre est quand même du Gers, enfin, même s'il n'est pas né là-bas. Il aime la corrida, la moto. Il est moins psychorigide, peut-être en apparence, que la ministre qu'on avait, qui était issue du monde militant. Maintenant, est-ce que c'est simplement du saupoudrage? On va le voir, parce que finalement, ce débat est une des propositions du candidat Hollande. Et donc, le candidat Hollande, il a réaffirmé, lorsqu'il était président, donc, le 14 septembre, par un discours officiel qui est en ligne sur son site, et comme le Premier ministre le lendemain, qui exactement dit la même chose, il a aussi un discours qui est en ligne, le 15 septembre, qui s'appelait Héros de transition énergétique, président de la République qui a fait présidence, et vous voyez qu'il est affiché que la France a comme grand objectif diminuer la part nucléaire d'environ 75% à 50%, et que ce pourcentage, gagné 25% environ, sera fait par les renouvelables. Voilà. C'est ça en gros le débat de la transition à mes yeux, ce qui est affiché. Alors comment on va y arriver, je ne sais pas. Mais disons qu'on l'attend un petit peu au coin du bois. Il y a une grande réforme qui a été réussie, qui a eu le soutien par contre du parti hégémonique de la région, qui a été le mariage gay. On va voir si maintenant on aura une transition gay en France. Pour l'instant c'est dur. Hein. Sur la gouvernance, on s'est mis d'accord pour dire qu'il faut transférer une grande partie des pouvoirs au niveau régional. Et l'idée, et le niveau local, l'idée ce serait qu'il y ait des agences locales de l'énergie, comme il y aurait des agences municipales de l'eau. Il y aurait des agences municipales de l'énergie, des agences régionales de l'énergie. Voilà l'idée qu'on a réussi à faire passer auprès de Mme Bateau. Mais maintenant, il y a le nouveau ministre, j'espère qu'on arrivera toujours. Les
les experts, on est arrivé à se mettre d'accord, et moi sur ce que je fais à l'étranger et un peu à l'outre-mer, on sait très bien que tout se fait au niveau régional. Et bon, la France a balise, mais quand même, on travaille ensemble. Et ce ne sera pas une gouvernance du haut vers le bas. Et donc ça remet en cause quelque part le fonctionnement de choses très sécurisées et très militaires, comme le nucléaire. Mais comme il faut baisser la part du nucléaire, c'est l'occasion de donner plus de poids aux régions, aux collectivités locales, aux autorités. Et actuellement, en France, et en Europe, sur 47 pays, donc bien au-delà des 28 pays qui constituent depuis quelques jours l'Union européenne, donc sur 47 pays, il y a 5000 autorités territoriales qui sont déjà d'accord pour pratiquer ce qu'on appelle le 3x20, c'est-à-dire 20% d'économie, 20% d'énergie renouvelable, et aide-moi les autres au troisième, 20% de... Sur l'effet de serre. Sur l'effet de serre, de réduction du CO2. Et 23 pour la France. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Normalement, là-dessus, on est à peu près d'accord et on va continuer à travailler à ce niveau local en espérant, on a eu un très bon retour vers la région de Lille, la région Nord, très bon retour en Franche-Comté, pas mauvais en Aquitaine, et ici, comme vous avez dit en plaisantant, pas de retour en Bordeaux aussi. C'est une terre de mission. Voilà, terre de mission. El Hierro, c'est une île de 10 000 habitants aux Canaries. Donc c'est une région assez riche d'Espagne, globalement les Canaries, grâce au tourisme. Mais El Hierro n'a pas choisi l'option du développement touristique. Alors, pourquoi El Hierro n'a pas choisi l'option du développement touristique? Dans les années 60, c'est Franco qui, lorsqu'il s'est rabuché avec le front occidental, lorsqu'il a été plus, si vous voulez, ostracisé à la cause de sa collaboration avec l'Empire nazi et le fascisme, il est rentré dans le jeu et les Occidentaux l'ont aidé. Et lui, en échange aussi, il est rentré dans le jeu, il a ouvert son pays, qui était avant marqué sur le sceau de l'eutarcie, donc le développement endogène, et il a ouvert les Canaries largement au tourisme international. Et donc il y a eu un boom aux Canaries à partir des années 60, et qui existe toujours. Les Canaries, c'est 11 millions de touristes. La France, c'est 81 millions de touristes. Donc les Canaries, c'est tout petit, c'est 7 îles. Donc, une des îles n'a pas marché. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une foultitude de raisons. D'abord parce que peut-être il n'y a pas de belles plages. Ensuite, peut-être parce que les gens étaient que 10 000 et ils ont eu peur. Ils disent là, ils arrivent à 11 millions, nous... on ne va pas y arriver. Et peut-être aussi parce que comme c'était petit et tranquille, il y avait déjà les militaires. Et les militaires ont dit nous, on se la garde pour les radars, pour faire des expérimentations, c'est tranquille, on peut bosser. Alors ce qui fait que finalement, on s'est trouvé une île complètement différente au début des années 80 par rapport aux autres îles. Alors les militaires ont dit, eh bien puisqu'on est tranquille, on va faire des camps, on va faire tout ce qu'on peut faire, comme à Conjouers, comme on peut faire dans le Larzac. Alors, ça a posé un problème parce qu'à un moment donné, les gens de l'île se sont retrouvés face à un problème, c'est-à-dire où on rentre dans le modèle militaire, où on rentre dans le modèle touristique, mais on n'est pas bien armé parce qu'on a une île sans plage et on n'est pas beaucoup, on va se faire submerger, un peu comme les Magyars par les Slaves, ou les Finlandais par les Russes, ou les Japonais par les Chinois. Donc, on dit, on se bouge. On se bouge. Alors, ils ont tâté, ils ont tâtonné. Et ils ont dit, on va essayer de faire un développement à nous, quelque chose à nous. Et en restant entre nous, en travaillant avec les coopératives qu'on avait sur place. Alors c'est pas du tout un mouvement, si vous voulez, comme le Larzac international, c'est au contraire un mouvement, on va se regrouper. Et il n'y a pas d'altermondialisme au Canada. On va se regrouper et on va travailler ensemble pour qu'on fasse un autre monde, le nôtre. Voilà. Donc c'est une idée essentiellement
d'autonomie, voire d'indépendance. Et c'est aussi une idée importante de faire quelque chose qu'on contrôle. C'est nous qui allons recommander, et donc c'est un équilibre. Et ça, c'est possible aux Canaries, parce qu'en Espagne, il y a des lois. Il y a des lois très différentes d'en France. Et c'est ça la gouvernance, c'est qu'en Espagne, avec le passage à la démocratie, se démonte l'État centralisé hérité de l'époque du franquisme, et donc va se recréer les fueros. Les fueros existaient avant le franquisme, et on va remettre en fonction même des structures coloniales. Parce qu'aux Canaries, c'était la première colonie de l'Espagne, avant les États-Unis ou les Philippines, ou les États-Unis, plus exactement l'Amérique. Et donc, ces structures régionales, et la grande originalité, ça va être par rapport à la France, c'est que ces structures régionales vont avoir un pouvoir législatif. En Espagne, il y a des lois régionales qui peuvent passer devant les lois nationales. Donc, c'est vous dire que ce côté-là, c'est pas transposable demain en France. L'Espagne, c'est très différent. On dit que l'Espagne, c'est 40 millions. Alors, quand je commençais, c'était comme ça, mais 50 millions de rois. Chacun se gère. Et donc, le challenge et la performance des gens de Yadiro, c'est d'avoir mis en place ce millefeuille administratif. C'est-à-dire que, à partir de 2 coopératives, 3 coopératives agricoles, on a eu le soutien de la commune, le soutien de l'équivalent du canton, le soutien de la région, le soutien de l'État, le soutien de la monarchie, le soutien de l'Europe, le soutien de l'ONU et à peu près d'institutions comme êtes-vous peut-être. Voilà, donc si vous voulez, on a réussi le millefeuille administratif. Chose qui en France, c'est très difficile. On a des associations, quelques régions qui nous aident, 5000 communautés européennes, autorités européennes territoriales, donc une part sont françaises, puisque l'association est basée à Besançon. Mais si vous voulez, on n'y arrive pas. L'État, donc il a dernièrement et antérieurement avec le Grenelle, a mis un peu du sien, mais il manque le puzzle, ça ne marche pas, quoi. Et donc le débat, c'est un petit peu ça, c'est voir qu'est-ce que c'est qui ne marche pas, qu'est-ce que c'est qui peut marcher, quels sont les acquis et comment faire pour que ça marche. Que les gens soient autonomes, qu'ils trouvent un certain équilibre entre ce qu'ils veulent, parce que ce qui est apparu dans les débats, par exemple vis-à-vis de l'EDF, c'est que l'EDF fournit, donne de l'offre. Mais moi, je n'ai pas besoin de l'offre de l'EDF, j'ai des besoins. C'est complètement différent, ça renverse complètement. Moi, je n'ai pas besoin que l'EDF élimine la France, ça ne m'intéresse pas. Moi, seulement, ce qui m'intéresse, c'est moi, Alain Gelan. Et alors, ça change complètement tout. À la limite, je me la fais l'énergie, je me la fais toute seule. Et quelles sont les solutions alors qui ont été... Alors, à Liro, on se fait l'énergie toute seule. On a besoin de personnes sur son allée d'Avinza. C'est un peu ça l'idée. Comment on le fait? Vous pouvez nous dire en quelques mots? Alors, sur la base, d'abord, il y a un accord avec tout le monde. Ça, c'est très important. Il y a un accord avec l'EDF. L'EDF espagnol, une société Endesa, comment elle s'appelle. Et Endesa a choisi, si vous voulez, déjà l'idée du bouquet énergétique. C'est-à-dire qu'Endesa n'est pas dominé, comme la France, par 80% de nucléaire. Endesa, c'est 20%, 30% d'éolien certains jours, du thermique, un peu de nucléaire, c'est ce qu'on appelle un bouquet. Alors Endesa, ça ne la gêne pas que je lui dise, écoutez, à Hierro, on chauffe sur la plupart des sites du monde au thermique, on va faire autre chose. Pourvu qu'on le fasse nous, ça ne dérange pas, puisqu'on a le contrôle. Ce n'est pas la péréquation, mais on a le contrôle. Donc ils nous ont aidés à faire une centrale hydraulique, ils nous ont aidés à faire des éoliennes. Et ce qu'on appelle un step. Un step, c'est-à-dire quelque chose qui tamponne, parce que quand l'éolien ne fonctionne pas, ou quand il y a trop de vent, on est obligé d'arrêter les hélices. Et bien là, dans ce cas-là, on a entre-temps rempli, grâce à l'éolien, des barrages, et on relâche l'énergie accumulée dans les barrages, et on fait tourner des turbines hydroélectriques, à côté des turbines, donc éoliennes. Et comme on n'est pas fâché avec Endesa, on a gardé quand même en tampon, s'il y avait un gros problème, si pendant plusieurs jours on n'avait pas de vent, si on vidait complètement nos barrages, on avait aussi la centrale thermique. Et la même chose, on a mis en place avec Renault, avec une convention avec Renault, un réseau de branchement. Alors en France, le branchement ne marche pas, la mobilité est un thème qui était très peu abordé dans le débat. La mobilité, c'est quand même 20% de la consommation. Pas trop de mythique, hein. On va rester à 20, hein, en étant sympa. Donc les 20%, c'est du pétrole, ça c'est vite fait. Alors là, sur Yadiro, c'est de l'électrique.
l'idée, c'est très simple, c'est qu'il ne faut pas produire des voitures électriques. Il faut d'abord mettre des prises. Une fois que vous avez des prises, vous produisez des voitures. Si vous n'avez pas de prises, ça ne sert à rien de produire des voitures. Alors, sur l'île d'Alghero, on a mis 35 prises. 35 prises pour 300 km² et pour 10 000 habitants. C'est largement suffisant et on peut fonctionner. Bien sûr, c'est une île et très isolée. Donc, on ne peut pas dire je vais aller en voiture à Paris. Mais à Alghero, on ne peut pas aller à Paris, ni à Madrid. Hein, donc, vous voyez, donc, si vous voulez, l'électrique, ça marche très bien dans certains cas, et dans le cas de l'Alghero, dans le cas des îles, ça marche assez bien. Voilà, donc comment on va devenir indépendant à la fin de l'année, et on produit, c'est facile à dire, 10 mégawatts à peu près pour 10 000 habitants. Voilà. Hein. Il y a de la biomasse utilisée également? Non, parce qu'on pourrait, parce qu'il y a beaucoup de, comme c'est des coopératives agricoles, on pourrait avec le reste des bananes, de faire des choses, mais c'est petit. Donc on est dans un système presque tout, on peut presque dire du tout électrique. Du tout électrique. D'accord. Il y a des besoins de chauffage aussi? Aucun avis, pas trop. On a pas besoin de chaleur. Non, les gens. Non, même à l'altitude. C'est-à-dire que le chauffage, ça n'existe pas. Par exemple, dans les Andes, à 4000 mètres d'altitude, on ne se chauffe pas. Hein. Les gens n'ont pas l'habitude de se chauffer. Hein, ils se couvrent. Ben, ça, en France, c'est difficile à faire à mettre. On ne se chauffe pas. On se couvre. Ça veut dire qu'on est actuellement on est à 100% énergie renouvelable, ou est-ce que derrière il y a encore du thermique? Bon, alors cette année-ci, on devrait être à 100% renouvelable. On part en septembre, tout fonctionne, les éoliennes tournent, les barrages sont plus ou moins remplis. Je pense que cette année, on va être à 15-20%. Comme toujours, comme tu le soulignais, il nous faut des années pour tourner normalement. Là, nous commençons avec Renault, des prises, les premiers achats de voitures électriques. La mairie en a 4 types différents, des petites rigolotes Sully, des compliqués Kangoo, des pratiques, etc. Et donc ça prend au moins 15 ans. Tu as dit 15-20%, j'ai pas bien compris. Cette année, je pense qu'on sera à 15-20%. De renouvelable? Oui, parce que tout va tourner doucement. Ah d'accord, c'est 100% comme objectif. Alors, on l'a, théoriquement sur le papier on l'a, mais le temps de remplir les barrages, le temps que ça tourne et tout, il ne faut jamais afficher des choses, des rêves impossibles. Quoi. La première année, je pense que si on fait 15, c'est bon. Parce qu'il y aura des pannes, c'est un prototype quand même. Il y a quand même des petits... c'est toujours un peu compliqué. La première step en France a été créée en 1930. La première mise en œuvre du step a fait 9 mois. Bon, aujourd'hui, c'est pas le cas, si vous voulez. Mais c'est pour vous dire que quand on fait des prototypes, bon, ça ne marche pas par bouton. Ça marche. Ça marche à quelque part. C'est quand même pas. C'est 2 barrages. C'est pas quelque chose de très innovant. Non, mais la technique du barrage est assez innovante puisque c'est pas un barrage creusé. C'est un barrage qu'on utilise, comme toujours à l'Hérault, la nature. C'est-à-dire qu'on prend un volcan et on tapisse le fond du volcan par un PVC et on fait un trou en dessous. Ce qui fait que le volcan, en principe, va pas s'égueuler, va pas redémarrer. Et donc, c'est bon. Si le volcan redémarre, tu fais de l'eau chaude. Je fais de la géothermie. Et tu fais de la géothermie. Ah, c'est bien fait quand même. C'est comme système. Oui, il fait tache d'huile, mais il nous faut plusieurs choses. Il nous faut une gros dénivelé pour marcher avec la mer. Hein. Il nous faut un gros dénivelé. Donc il faudrait pas. Ça peut marcher au Portugal, à Sierra de Sintra. Mais ça marche bien sur beaucoup d'îles dans le monde qui sont volcaniques. À condition de ne pas mettre quand même sur une faille. Hein, parce que le volcan est un volcan bien solide. Parce qu'il y en a des solides sur les failles. C'est pas pour ça qu'on peut. C'est impossible. De toute façon, même si le volcan casse, s'il n'y a personne en dessous, c'est pas très gênant. Hein. Donc si vous voulez, il faut faire des expériences. Et ces expériences, si vous voulez, c'est ce qu'on défend dans le débat. Il faut innover. Ne pas faire n'importe quoi. Ça, c'est 20 ans de travail sur le terrain, 20 ans de dialogue, 20 ans d'approbation par NDSA. On rigole, mais on travaille sérieusement quand même. Et c'est même indispensable. Le problème en France, c'est que, si vous voulez, on va faire une catastrophe sans rigoler, peut-être en France. Voilà, c'est ça. On va faire une catastrophe sans rigoler. Ce qui s'est passé d'ailleurs en 86, c'est que la télévision, sérieusement, a affiché que l'image s'arrêtait à la frontière. Et personne n'a flippé un main. Et personne s'est mis à rire. Hein? Parce qu'il était en règle. Alors, si vous voulez, ce qui manque en France avec la structure, c'est que tout est pyramidal. Le président décide, et ce qu'on attend nous d'ailleurs, c'est que le président tranche. Si Hollande, on le condamne, et ses conseillers proches, on va gagner. Si on ne convainc pas, on perdra.
Et ça se passe partout comme ça. Si vous arrivez à convaincre votre patron, ça ne marche pas. Si vous avez convaincu toute la base, ça ne marche pas. Aliero, c'est la naissance d'un parti politique sur les îles, aux Canaries. C'est la coalition canarienne qui dirige les îles. Donc c'est un mouvement comme les Basques, ou un mouvement comme les Catalans. C'est un mouvement autonomiste. Mais n'imaginez pas, c'est comme en Catalogne, c'est un mouvement de droite, hein. C'est pas un mouvement de gauche. Hein. C'est chacun pour soi et chacun qui cherche son truc. Et alors du coup, fatalement, dans chaque île, il y a un parti qui est différent et qui donne la coalition canarienne. Alors, si vous voulez, c'est l'émiettement parfait. C'est le système de la commune suisse médiévale. C'est que chacun se gère. Alors ça a beaucoup de défauts, c'est une certaine forme de communisme, c'est très lourd à supporter parce que bien sûr si vous êtes homosexuel dedans, c'est pas forcément le... Mais par contre, d'excellents poètes. Hein, les Canaries ont donné 2 prix Nobel de poésie. Magnifique. C'est un communisme de droite. Ouais, c'est presque ça. C'est presque ça. Bon, donc c'est pas tout à fait transposable quand même. C'est-à-dire que l'idée, si vous voulez, en France, pour que la transition marche, il faut qu'on ait le support, ça ne sera peut-être pas d'accord, de la bourgeoisie. Tant que je n'ai pas le support complet de l'UMP et de la bourgeoisie, pas seulement de l'UMP, de la bourgeoisie, je ne la réussis pas. La transition énergétique se fait avec le soutien de tout le monde. Elle ne se fait pas avec un groupe contre un autre. Et c'est ce qui s'est passé en Allemagne, où c'est que, plus vert que les verts, il y a les conservateurs. Par certains aspects. Ah, mais le Languedoc fait des expériences. C'est ça qui est terrible, c'est que le gouvernement régional ne s'engage pas dans ce débat, mais le Languedoc a des spécificités. Ils ont pendant très longtemps travaillé et continuent encore d'une façon différente, sur l'énergie solaire. C'était la grande affaire des Pyrénées-Orientales. Ensuite, ils ont des champs d'éoliennes. Et dernièrement, Allianz vient d'acheter des champs d'éoliennes. Il faut savoir qu'en ce moment, l'éolien français est racheté par Allianz. Et des hedge funds allemands. Hein. Donc, si vous voulez, il se fait des choses dans la production. Mais là aussi, ça ne va pas, si vous voulez, c'est que, aussi, il n'y a pas eu de débat parce qu'il n'y a pas de centrale nucléaire. S'il y avait eu une centrale nucléaire, comme dans Midi-Pyrénées, plusieurs comme en PACA, il y aurait eu débat. Mais EDF n'a pas intérêt à arriver à faire un débat, puisqu'évidemment, il n'y a pas de problème ici. Parce qu'il produit très peu, finalement, d'énergie. Donc, si vous voulez, c'est un problème, c'est une terre vide. Donc, le Languedoc-Roussillon a des possibilités énormes. Il y a des champs de photovoltaïques très importants vers Narbonne. Et une bonne utilisation, même sur un ancien terrain d'Arriba, très bonne au niveau de la préservation de la nature. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Une compagnie qui était la compagnie du vent, qui faisait des éoliennes, qui était rachetée par GDF, Suez, en grande partie. Donc, si vous voulez, il y a des compétences. En France, il y a des compétences. C'est ça le problème. Mais les PME ne sont pas aidées, puisqu'on est dans un très grand groupe comme EDF, Arriva, etc. Et donc, et les régions, quelquefois, ne s'engagent pas. Un manque de courage des politiques, on peut le dire quand même. On vous remercie tous. Merci. Merci à tous.